Cet épisode de Pause Report vous est proposé par The Sea Cleaners Swiss. Lancée en 2019, cette organisation non gouvernementale s'est fixée comme mission de protéger les océans autour de trois axes: la collecte des déchets en mer et dans les estuaires des fleuves, avec des projets concrets en cours en Malaisie et en Indonésie, la recherche scientifique et la sensibilisation du grand public. Pour cela, l'association a choisi de s'appuyer sur deux ambassadeurs dans le monde de la voile: Yves Courbon, skipper du Class 40 Ocean Connect, qui vise notamment la Route du Rhum 2026, et Théo Mas, étudiant ingénieur de 21 ans, dont l'objectif est de s'aligner sur le circuit Figaro en 2027. L'un comme l'autre ont accepté d'endosser ce rôle d'ambassadeur pour continuer à protéger leur terrain de jeu et diffuser le message de The Sea Cleaners Suisse, que vous pouvez retrouver sur son site theseacleaners.org. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans le 220e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures, en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 8 juillet, il est exactement 9h20 et nous allons parler aujourd'hui d'IMOCA et d'Ultime avec un invité unique qui vient de terminer à la 3e place de la course des caps à bord de Holcim PRB et va enchaîner très vite. Je crois qu'il a déjà enchaîné avec des navigations sur l'Ultime SVR Lazartigue, dont il est le co-skipper cette année. Vous l'aurez bien sûr reconnu. Il s'agit de Franck Camas qui est de retour chez lui en Bretagne. Salut Franck. Salut tout le monde. Franck, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce 220e épisode de Pause Report. On rappelle donc ton actualité qui est assez chargée avec donc de l'IMOCA et la course des caps qui vient de se terminer. On rappelle que cette première édition courue en équipage au départ de Boulogne-sur-Mer consistait en un tour des îles britanniques d'environ 1800 milles avec 11 bateaux au départ. Le début de course, mais tu vas nous le raconter, a été peu vanté et serré avec une flotte compacte au passage du Fastnet. Au bout de 2 jours et demi, vous étiez alors deuxième à bord de Holcim PRB derrière Massif Santé Prévoyance mené par Sam Goodchild. Vous vous êtes fait reprendre dans la remontée de l'Irlande par Association Petit Prince Keguiner d'Elodie Bonafous et Vulnérable de Thomas Ruyant, passant 4e au nord de l'Écosse. Après l'abandon de Vulnérable, vous avez bataillé pour la 2e place avec Association Petit Prince Keguiner qui a réussi à la conserver à l'arrivée à Boulogne-sur-Mer pour 45 minutes. Vous terminez donc sur le podium, la victoire revenant à Massif Santé Prévoyance en un peu plus de 6 jours. La saison est loin d'être terminée pour toi, Franck, parce que tu t'attends dans un peu plus de 2 semaines le Fastnet, cette fois à bord d'un Ultime SVR Lazartigue et aux côtés de Tom Laperche, dont tu es le co-skipper. Tu as été aussi nommé récemment directeur de la performance du team SVR Lazartigue. Tu vas nous expliquer en quoi ça consiste et tu vas ensuite enchaîner, si je ne me trompe pas toujours, avec encore de l'IMOCA, encore Holcim PRB et The Ocean Race Europe en août-septembre, avant d'enchaîner sur la Transat Café L'Or sur SVR Lazartigue, départ le 26 octobre du Havre. Ça fait un programme bien chargé, mais pour corser un peu le tout, tu continues à chercher des partenaires pour le Vendée Globe 2028 et je crois que tu navigues encore de temps en temps en ETF 26. Bref, ça fait de toi un homme bien occupé, Franck. On va commencer par l'IMOCA et cette course des caps. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce qui t'a conduit à intégrer cet équipage de Holcim PRB? Oui, avec Holcim PRB, l'objectif c'est de faire ce tour de l'Europe. J'ai eu une demande, un appel de Sébastien Coll l'hiver dernier pendant l'arrivée du Vendée Globe d'ailleurs, et qui était en train d'essayer de constituer un équipage qui peut gagner The Ocean Race Europe, qui est l'objectif de la saison pour le team Holcim PRB, avec Rosaline Kuipert et Nicolas Lunven en co-skipper.
Et j'ai tout de suite adhéré au projet dans le sens où moi j'avais besoin d'un côté de naviguer en IMOCA et le bateau et l'équipage de team Holcim PRB euh, a l'ambition et j'ai l'ambition de pouvoir bien performer autour de l'Europe. C'est pas forcément le dernier bateau, dernier cri, mais c'est un bateau qui a des atouts et puis l'équipage avec Nicolas qui vient de faire un super Vendée Globe et qui a une spécialité dans le routage et la météo. Ça faisait un équipage très complet. Donc voilà, bien, moi j'étais très motivé pour accepter cette proposition. Et c'est un petit peu à part, c'est aussi une équipe un petit peu à part dans le sens où elle est très internationale. C'est vraiment un cahier des charges un peu de ce team avec un sponsor qui est pas PRB qui est français, mais Holcim qui est suisse et très international et avec un équipage qui se doit d'être international. Et c'est pour ça qu'on a Alan Roberts à bord, on a évidemment Rosaline et Caroline également hollandaise et australienne en même temps. Donc voilà, on parle beaucoup anglais et c'est une équipe assez nouvelle dans la partie short team notamment. Ouais. Et donc le but c'est sur ces premiers mois et sur cette course, c'était de préparer cette Ocean Race pour les navigants, mais également pour le short team et l'organisation à terre. Ouais, on rappelle donc l'équipage, tu viens de le dire. En tout cas pour The Ocean Race Europe, donc tu seras avec Nicole Van, Rosalind Kuiper qui est la nouvelle skippeuse du bateau, Caroline dont tu parlais, c'est Caroline Brewer. Là sur cette course des caps, je crois qu'il y avait à bord, si je me trompe pas, Alan Roberts, Nicole Van, toi et Annemiek Bess, je sais pas comment ça se prononce. Oui, Annemiek Bess qui remplaçait Caroline qui vient d'avoir un heureux événement il y a quelques mois Ouais, et c'était pas le bon timing pour partir ouais. loin de sa fille pendant une semaine. Donc oui, on est parti dans cette configuration-là avec Annemiek qui a répondu au dernier moment présente pour venir et c'était une très bonne expérience avec Bessie, c'est son Ouais, c'est son surnom. Bessie, on va la surnommer comme ça sera plus simple à prononcer. Est-ce que vous avez eu le temps de préparer un peu cette course des caps en amont? Vous avez eu le temps de naviguer un peu, sur Holcim PRB? Comment ça s'est passé? Oui, on a navigué avec 2 stages d'entraînement à Port-la-Forêt. Nicolas comme moi, on fait partie du pôle de Port-la-Forêt. Et il y avait Massif, il y avait Keguiner, il y avait Charal qui était dans ces stages-là. Et on a fait quelques nuits en mer en mode course. Il y avait Malitia également. Et donc, on a fait beaucoup de courses finalement entre nous avant de faire une course officielle au départ de Boulogne. Donc, on était déjà tous un peu chauds. Mais bon, chacun était un peu dans les développements techniques, les développements de voile. On n'était peut-être pas tous avec la même ambition sur cette course. Comme je le disais, c'était une course de préparation. Donc, on avait notamment des voiles qui n'étaient pas encore nos voiles de course. Mais par contre, c'était vraiment super important de faire cette course pour nous. On a appris plein de choses. Le line-up, il était impressionnant. C'était peut-être une densité, un niveau de course qui sera pas égalé cette année. Le fait d'être en équipage, ça permettait vraiment de pousser les bateaux, de mieux les régler, de mieux les connaître, de mieux les mettre au point. Donc c'était une très très bonne idée de s'être inscrit dans cette course qui n'était pas à l'origine dans notre programme. Ouais, ouais. Bah, justement, on va refaire un petit peu le match de cette course, qui a donc, débuté le 29 dimanche 29 juin à Boulogne-sur-Mer avec, 2 jours et demi, pour aller au Fastnet et pas mal de manœuvres sur cette portion plutôt dans du petit temps. Comment ça s'est passé, pour vous jusqu'au Fastnet, Franck?
Oui, alors on avait bien maintenant tous prévu de faire cette zone de petit temps, vraiment petit temps. Quand on regardait les prévisions météo quelques jours avant le départ, on se demandait combien de jours on allait mettre pour même juste aller à Bishop. Et on était plutôt dans l'esprit et dans la préparation de se dire ça va être comme au Figaro, avec peut-être la possibilité de mouiller, chose qui arrive extrêmement rarement sur les IMOCA. Donc on se demandait comment on allait s'organiser pour les ans. Il y a eu des discussions même avec l'organisateur pour pouvoir déplonger le mouillage sur les bateaux. Donc on était vraiment parti dans une formule petit temps dans le courant avec des vitesses souvent en dessous de 5-6 nœuds. Donc c'était pas du tout le mode IMOCA qu'on imagine. Et il s'est avéré que ça allait un tout petit peu plus vite. On a tous trouvé un petit peu plus de vent. Et par contre, pas mal de bateaux ont pris des options, notamment sur les voiles, des options de petit temps. Ouais. Notamment, nous, vous savez que maintenant, on n'a que 7 voiles autorisées à bord, donc c'est une de moins que le cycle précédent et les années précédentes. Et donc, on peut pas avoir une garde-robe qui nous permet d'être optimum sur tout le range de vent. Donc là, on avait les choix entre prendre un SPI ou pas, prendre un masthead 0 ou pas, prendre un fractionné ou pas, un quad ou pas. Donc c'est pas mal de voiles. Bon, c'est des noms un peu techniques, mais pas mal de voiles qui ont leur range de force de vent au portant assez réduit. Mais quand on n'a pas ces voiles-là, finalement, ça optionne beaucoup la performance de chaque bateau. Bien sûr, ouais. Et ce choix-là, ça a été toujours, c'est difficile à prendre et c'est difficile pour tout le monde. Surtout sur un parcours, j'imagine, surtout sur un parcours, finalement aussi varié que un tour des îles Britanniques. C'est quand même sur un parcours comme ça, vous rencontrez quand même souvent des conditions, très, très différentes? Oui, oui, bah, entre les 2 premiers jours et ensuite ce qui allait se passer sur le nord de l'Écosse, c'était pas à l'opposé, mais pas loin. Bon, on n'avait pas des vents prévus au-dessus de 30 nœuds au portant, mais il y avait quand même du vent assez soutenu au portant dans la mer, alors que évidemment en Manche et jusqu'au Fastnet, ça a été une mer très plate avec des vents pendant 24 heures qui ont jamais dépassé 10 nœuds, quoi. Donc les bateaux étaient dans des configurations très très différentes et on essayait de faire un peu le grand écart dans les choix techniques et dans les configurations des bateaux. La configuration des bateaux, ça va aussi jusqu'au choix du poids plombé, puisqu'il y a pas mal d'équipements à bord de sécurité, de mouillage, etc., qui sont plombés et qu'on doit choisir avant le départ. Est-ce qu'on les met devant, au milieu, à l'arrière du bateau? Ah Et oui. ça, c'est aussi dans les réflexions que l'on a les jours précédant le départ. Ouais, ouais. Donc vous passez, 2e, au Fastnet, vous êtes, Oui, plutôt dans le coup? ouais, on est plutôt dans le coup. Alors, nous, on avait justement optionné pour avoir un SPI qui devait nous donner un bon avantage. Il s'est avéré qu'en dessous de 7 nœuds, et malheureusement, il y a eu pas mal de temps en dessous de 7 nœuds, les bateaux avec des voiles un peu plus classiques, c'est-à-dire des mastheads zéro, ces grandes génaqueurs de portant, continuaient à avancer relativement bien avec du vent très faible. Avec le SPI, ça marchait plus du tout. Donc c'est pour ça que nous, on a fait un peu le yo-yo entre des moments où on allait vite et des moments où on était vraiment en deçà des premiers. Donc le premier matin, par exemple, on était à vue de l'île de White, on était avec Eguiner qui était juste derrière nous. On avait fait une bonne nuit sous speed dans 8-10 nœuds. Et là, le vent est tombé et tous les bateaux, donc Eguiner, nous ont mis 5000 dans l'axe du vent en 4 heures. Donc c'est assez énorme. Ouais, ouais. Et puis l'après-midi, le vent est revenu et on est revenu sur eux. On les a même doublé le soir même. Il y avait plus que Vulnérable qui était devant à un moment. Donc c'était un peu yo-yo comme ça. Finalement, on s'en sort à Bishop avec, on était 4 à vue vraiment pas loin, avec Vulnérable, Massif. On était à 5 longueurs à leur vent lorsqu'on passe Bishop. C'était assez sympa. Il y avait Keguiner juste à notre vent et ensuite il y avait Malitia un tout petit peu derrière. Et puis
Et puis les 4 premiers, on a commencé à avoir un petit front et un vent de nord-ouest qui est rentré assez brusquement. Et on est parti vers l'ouest, enfin assez vite. Et là, on a commencé à faire du pré ou du reaching avec des vitesses au-dessus de 20 nœuds en mer d'Irlande. Donc cette partie-là est allée assez vite et on s'est retrouvé derrière Massif qui à chaque fois qu'il y avait un peu d'air et notamment au pré-reaching avait un surplus de vitesse et on avait du mal à se battre dans ces conditions-là. Il fallait Ouais. trouver d'autres outils pour pouvoir revenir sur eux ou les doubler. Et donc, on attendait plutôt des transitions un peu tordues qui nous permettaient de revenir. Mais on savait que sur la route Tegal, on était un peu handicapé en vitesse par rapport à Massif. Après, on s'est rendu compte même que par rapport à Keguiner, qui petit à petit, depuis le début de saison, trouve de plus en plus les manettes et on sait que c'est un sister sheet de Massif et Ouais, bien sûr. au final, ils ont été aussi impressionnants par moments à côté de nous au pré et au reaching dans du médium. Ouais, ouais. Voilà, c'était un peu le jeu, mais bon, moi j'ai trouvé ça assez sympa. Ça nous rappelait un peu nos années de Figaro. Euh, Jusqu'au Fastnet parce qu'il y a eu beaucoup de transitions, il y a eu des zones vraiment de calme. Il fallait démarrer dans la risée et on s'est même retrouvé à enrouler notre J0 parce que les voiles battaient tellement il n'y avait pas de vent et puis la risée qui arrivait à 7-8 nœuds qui permettait de se décoller. Et c'est assez étonnant dans cette classe, dans ces bateaux, c'est qu'il y a les écarts se créent, se font et se défont à une Ouais, ouais, bien vitesse sûr. assez incroyable. Et on peut être à 2-3 longueurs d'un bateau 2 heures auparavant et 5000 après, quoi. 5000 devant, quoi. Et ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé jusqu'à l'ouest, on peut dire jusqu'à l'ouest de l'Irlande. Ouais, Voilà. ouais. C'est justement dans cette remontée à l'ouest de l'Irlande que vous êtes fait un peu distancer par Massif et reprendre par Vulnérable et Association Petit Prince Keguiner. C'est dû à quoi? C'était peut-être tu parlais vous aviez d'anciennes voiles. Peut-être des conditions plus favorables aux autres. Comment tu l'expliques? Oui, bah clairement, on n'a pas réussi à avoir la vitesse de nos camarades autour de nous. On était un petit reaching après l'île la plus à l'ouest les petites îles les plus à l'ouest de l'Irlande et 14-15 nœuds. Et là, on avait Keguiner qui était dans notre axe à 4-5 000 et puis on a vu passer sous le vent à 2 nœuds plus vite que nous, quoi. Donc, autant te dire qu'on a cherché tout ce qu'on pouvait chercher pour, pour combler cet écart, mais on n'a pas trouvé le moyen de le faire, même si c'est des moments où ça nous permet de mieux connaître le bateau, d'essayer des choses, parce que quitte à quoi, évidemment, on reste pas les bras croisés dans ces cas-là, donc on essaye des cordes de quilles, on essaye des réglages de règles de foil, d'extension de foil, de matossage, de ballast, ouais, pour nous permettre de trouver ce qu'on peut faire de mieux avec notre bateau. Mais il s'avère qu'on n'a pas réussi à matcher les vitesses dans un premier temps de Keguiner au reaching qui est revenu sur nous, et dans un deuxième temps de Vulnérable qui, lorsqu'on a attaqué le portant à une pointe suivante et qu'on a commencé à mettre les voiles de portant et que le vent est rentré, a été impressionnant pendant 24 heures Ouais, ouais. au portant dans la brise, quoi. Et ça, c'est vraiment dû aux performances intrinsèques de chaque bateau? Oui, parce nous, on n'a pas eu de problème technique en Ouais. soi, des petits détails, mais ça nous a pas vraiment handicapé sur notre vitesse. Donc, oui, c'est des comportements de la coque, les bateaux sont un petit peu tous typés. Je pense que Massif et Keguiner, c'est des bateaux extrêmement complets, mais ils ont des moments où ils sont pas les meilleurs, et notamment au portant dans la brise par rapport au plan coche. À l'occurrence, là, c'était Vulnérable, mais Arkea, je pense que ça va être la même chose. Et à contrario, dans le petit temps, au pré, le plan coche a un petit déficit par rapport à Massif, même un bon déficit, et même peut-être par rapport à nous. Voilà, nous on n'est jamais les meilleurs, mais on n'est jamais les pires, quoi, on va dire.
Ouais, ouais. Mais on n'a pas un moment où on se dit, tiens, on va être les plus forts de la flotte, peut-être dans le tout petit temps auprès, on est pas mal. Mais ensuite, il y a quand même des bateaux de nouvelle génération qui ont un peu plus de capacité que nous, quoi. Et puis, comme je disais, sur cette classe-là, quand on dit un peu plus de capacité, ça se chiffre, en 24 heures, ça se chiffre, à 25-30 000, quoi. Ouais, bien Puis on sûr, parle ouais. tout de suite de nœuds, quoi. Mais, ça fait beaucoup d'écart. Ouais. Vous passez 4e, donc au nord, tout au nord des îles Britanniques et à Vulnérable qui abandonne, dans la descente, pour un problème, au niveau du pied de mât. Là, vous êtes après au coude à coude, vous arrivez à revenir justement sur, quai Guineire, dans cette descente, à l'est, de la Grande-Bretagne. Et là, vous terminez en duel pour la 2e place. Et ça s'est joué comment? Déjà, comment vous avez réussi à revenir, sur quai Guineire et après comment s'est joué un petit peu la fin du parcours, le duel pour la 2e place avec eux? Bah, pour revenir sur quai Guineire, on a eu une situation météo qui permettait aux bateaux, un petit peu en retrait. Donc, on était, il y avait nous et ensuite derrière nous, il y avait Malizia. Ouais. Avec un front qui approchait une rotation de vent droite, qui nous permettait de faire, route directe plus tôt que les bateaux qui étaient devant nous, donc quai Guineire notamment, qui était encore en train de tirer des bords. Et nous, en se rapprochant vraiment de la terre, et à un moment, on était, le plus proche qu'aussi de ce qu'on pouvait de la terre. Il y a quand même pas mal de bancs de sable et d'éoliennes dans le Ouais, coin. ouais, c'est bien On connu, a on a fait, quelques heures, en route directe à 20-22 nœuds, et quai Guineire n'avait pas encore eu cette transition. On s'est retrouvé à vue, le soir, le dernier soir, avant Douvres. Et là, on a fait une petite bataille de virement, dans les bancs de sable dans 10-12 nœuds. Et là, on était plutôt à l'aise et on a fini par les passer à ce moment-là. On se retrouve au petit matin, avant Douvres, vraiment au contact, à faire des virements, passer à 2-3 longueurs l'un de l'autre, au croisement. C'était assez sympa au lever du jour. Et avant d'attaquer, cet aller-retour, alors autant dire que, on a maudit les organisateurs d'avoir fait le un tour du parcours d comme ça, parce qu'il fallait ouais, faire un aller-retour avec ouais, le DST à gauche. Et donc c'était une bande, où il fallait, virer, maximum, on avait maximum 15 minutes entre 2 virements, et ça pendant 50, ou 60 milles, ouais, quand on regarde la pour trace, remonter les quand on regarde la trace sur la carto, c'est impressionnant, ouais, effectivement. et comme à chaque virement, alors il y en a qui se donnent un peu plus de mal, mais, nous on essayait, de bouger le poids à bord, le ballast, de relever bien les appendices, et cetera. Donc, ça demande quand même pas mal d'efforts, et ça empêche surtout, de fonctionner avec l'écart, et ça demande à tout l'équipage d'être, d'être en action. Et voilà, donc, là, on a attaqué, les virements, et petit à petit, quai Guineire, a repris du champ et allait un petit peu plus vite. Comme je disais, dès que le vent est rentré, médium, dès que les bateaux vont au-dessus de 15-16 nœuds au près, Massif et quai Guineire, ils ont quand même un bon plus. Et là-dessus, on n'a pas pu tenir. On a essayé de faire des laylines un peu différentes à la fin. Un peu plus de risques que dans les laylines pour gagner 2 virements, mais finalement, ça a été pire, parce qu'on n'a pas réussi à gagner ces 2 virements. On a fait des lines serrées. Donc là, on repère un petit peu avant le reaching du bout du DST. Mais bon, vous pouvez s'imaginer qu'au portant, dans la brise, c'était pas les bateaux les mieux. On pouvait peut-être, revenir sur eux. Et puis finalement, lorsqu'on envoie la voile de portant, le J0, pour revenir vers, Boulogne, là, le bout dehors casse. Ah oui, d'accord, ouais. Et donc, pour nous, la bataille pour la 2e place était finie. Il fallait surtout qu'on termine comme ça. Et donc on a fini avec les voiles, de près, c'est-à-dire J2 pour faire du portant. Mais ça va, finalement, on n'a pas trop perdu non plus. On pensait que ça allait être pire, mais on a pu finir, sur cette, 3e marche. Voilà, je pense que les 2 premiers, au vu de ce qui s'est passé sur la course, ça a été, c'est mérité évidemment. Et nous, c'est une place qui,
qui nous convient. Je pense pas qu'on aurait pu faire beaucoup mieux dans les conditions qu'on a eues de météo, en fait. Ouais, bien Donc, sûr. ça nous va, on est plutôt assez content du résultat. J'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'il casse le bout dehors de Ouais, Simperbe. c'est Il avait eu bien, des problèmes l'année c'est bien le dernière. problème. Ouais, C'est ouais, bien le problème. On s'est parlé, on a essayé de faire des diagnostics peut-être différents de ceux de l'an dernier pour comprendre pourquoi on casse sans avoir de raison évidente sur le moment, ouais, puisque on venait de faire quand même 35 heures à fond au portant dans le nord, et puis quand on rehisse une voile, ça casse immédiatement. ouais, ouais, Sans quelque chose de particulier. Donc, oui, il faut qu'on se pose les bonnes questions pour pas que ça nous arrive. ouais. Ce parcours, c'était une première pour toi? Tu l'as déjà pratiqué en ultime J'ai fait ou en sur un? en Volvo 70 en 2009, je D'accord, crois, OK. pour préparer, pareil, pour préparer Ouais, The Ocean Race, qui était la Volvo Ocean Race à cette époque. Et ouais, ouais, c'est un parcours finalement. Déjà, c'est magnifique. On passe quand même à côté de côtes en Irlande qui sont ouais, exceptionnelles. On se ouais, dit qu'il faut revenir, mais hors course, ouais, pour pouvoir en profiter. Et puis, c'est un parcours côtier dans le fond. Donc, qui dit parcours côtier dit tactiquement super intéressant avec tous les ingrédients, vent, courant, effet côtier qu'il y a tout autour du parcours. Donc c'est un parcours bien plus intéressant qu'une course au large, presque qu'une transat où les conditions sont énormément plus stables. ouais, ouais. Maintenant la prochaine, épreuve, donc ça sera The Ocean Race Europe, départ, le 10 août. Est-ce que, comme tu vas faire de l'ultime entre les 2, mais on va en reparler de l'ultime après, ta prochaine navigation en IMOCA, c'est The Ocean Race Europe, direct, ou tu vas avoir, Oui, c'est le temps de quasiment en direct, ouais. Ouais, 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 qu'on voyage, mais d'ailleurs le bateau va pas naviguer d'ici là. ouais, On a une job list assez longue. On va essayer de progresser sur la finition des appendices notamment, où on voit de façon visible, on voit qu'on a un problème là-dessus et on n'exploite pas nos appendices, c'est très bien. Et voilà, quelques finalisations sur les voiles. Donc, bon, j'espère qu'on aura mis toutes les chances de notre côté et pouvoir utiliser le bateau qu'il peut pour The Ocean Race Europe. Voilà, The Ocean Race Europe, hein, c'est une course par étape en équipage. Et il va y avoir des conditions vraiment différentes, notamment avec la partie méditerranéenne. Donc, non, on a quand même l'ambition de vraiment se battre pour la victoire sur cette course-là. Évidemment, il y aura des conditions où les bateaux comme Vulnérable ou Arkea aura un petit plus, mais j'espère qu'on aura aussi d'autres conditions, on aura un petit plus. ouais, ouais. Qu'est-ce qui t'inspire ce parcours de The Ocean Race Europe? Ça rappelle les courses de l'Europe. Je sais pas si tu en as fait toi les grandes heures de la course des courses de l'Europe, dans les années, 80-90? Ouais, alors je suis pas si vieux que ça, donc j'en ai pas assez, mais mais on a fait des courses qui s'appelaient courses des phares ou non, Ouais, oui, ouais, le style Cherbourg, Rimini, par oui, exemple. On a fait ouais, ce genre de course il y a en Norma 60. Donc, mais là, c'est par étapes. Donc, à la rigueur, le souvenir le plus récent, c'est l'étape de l'Ocean Race que j'ai pu faire entre Aarhus et La Hague il y a 2 ans. ouais, Donc, Eleven Horse. Donc, on va notamment faire le même parcours. Cette fois-ci, au départ de Kiel, vers Plymouth, on va fréquenter les mêmes mers. Et ensuite, bah, moi, j'aime bien la formule Ocean Race en général avec ses escales, ses étapes où tout le monde repart ensemble, où sportivement tout le monde repart sur la même ligne. Je trouve ça très stimulant parce qu'on a l'impression de faire vraiment plusieurs courses à suivre, totalement différentes les unes des autres, même si on part au sein de la même flotte. Et là, d'autant plus, ça va être des courses courtes. Il y aura pas de système de car à bord. C'est pas vraiment de la course au large. ouais, ouais, C'est du Figaro à l'échelle d'un bateau de 60 pieds, avec tous les attraits d'un bateau de 60 pieds, la difficulté de bien choisir ses configurations de voile. On en parlait tout à l'heure, mais là, ça va être le cas sur chaque régate. Donc, il va falloir
bien anticiper tout ça et le jeu reste va être ouvert quoi. Donc moi ça me plaît. L'équipage va pas être constant d'ailleurs tout au long du. Ouais, On va faire des vous allez changer, rotations. ouais. Ouais. Il va y avoir des inshore avec la partie les premières heures de course, ça peut aussi rapporter des points. Donc il y a une partie qui est vraiment quasiment de l'inshore où le départ, les manœuvres vont être primordiaux aussi. Donc ça, voilà, ça va demander des qualités très complètes et polyvalentes. On rappelle rapidement le parcours. Départ de Kiel le 10 août en Allemagne, on va à Portsmouth en Grande-Bretagne, à Carthagène en Espagne via Porto, à Nice, à Gênes et vous allez terminer en Adriatique au Monténégro. J'imagine que tu as pas été souvent naviguer dans ces coins-là? Pas du tout, pas du tout Ça va Monténégro. être En une découverte. Adriatique, si. En Ouais, Adriatique, je parlais tout à l'heure de Rimini, ouais. Ah oui, euh, oui, en Norma ouais. 60. Donc, oui, oui, finalement, c'est vrai que quand on arrive dans ces zones-là, alors moi, quand j'étais petit, je trouvais la Méditerranée très grande, mais quand on arrive avec des bateaux qui vont à ces vitesses-là, la Méditerranée devient un peu plus petite. C'est Et clair. on se fait en une journée, on passe de Gênes en Sicile. Ça peut aller vraiment vite entre toutes les parties de la Méditerranée. Donc, mais c'est génial de pouvoir naviguer, comme je disais, c'est du côtier, c'est très très beau en plus, esthétiquement parlant. On passe dans des régions fabuleuses et faire une course dans cet environnement-là, c'est vraiment ce qu'on aime. Ouais, ouais. On va parler d'Ultime maintenant. Donc tu as rejoint en début d'année, le team SVR Lazartigue. Est-ce que tu peux nous rappeler, mais tu l'as déjà raconté, mais est-ce que tu peux nous rappeler rapidement, comment tu as rejoint l'équipe? Je crois que c'est parti d'un petit coup de fil de Tom Laperche? Ouais, bah, c'est bien que ça soit parti d'un petit coup de fil de Tom Laperche, parce que c'est quand même, lui le principal intéressé. Donc voilà, qui me proposait de faire la Jacques Vabre, hein. Le premier truc, c'était faire la Jacques Vabre et À Transat Café L'Or, Franck, il faut que tu, que tu excuse-moi, imprimes. donc Transat Café L'Or et moi, oui, une opportunité de revenir, en ultime, naviguer sur ces bateaux-là et pas le moindre, hein, puisque c'est le dernier, bateau mis à l'eau, pour l'instant avec un concept, vraiment novateur. Ça m'intéressait et de naviguer, avec ce bateau-là et faire le parcours qu'a fait Laurent Double et naviguer avec Tom, qui n'a pas la même génération que moi, mais que qu'on peut tous suivre et moi le premier je l'ai suivi ces derniers temps et qui est super doué et on a vu les premières semaines de course de l'Arkea Challenge et c'était quand même sa première course en solitaire sur ces bateaux-là. Il s'en est sorti de façon extraordinaire. Donc sans avoir navigué avec lui, j'avais déjà une très bonne confiance en lui, en ses capacités de pousser ces bateaux-là, de les pousser, mais également être en sécurité avec et de maîtriser l'engin. Donc voilà, il y avait tous les ingrédients pour que ça me plaise et ravi encore une fois de revenir en ultime. Ce que je disais, hein, j'aime bien la parenthèse IMOCA. C'était une longue parenthèse, hein, mais et c'est pas fini. Mais les bateaux en eux-mêmes, le plaisir de naviguer en ultime, ça c'est évidemment inégalé, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Tu as navigué, on rappelle que tu faisais partie du Gitana Team. Tu as beaucoup navigué sur le Maxi Edmond de Rothschild, avec Charles Caudrelier. Maintenant tu découvres un autre concept de bateau. En quoi SVR Lazartigue est-il différent de Gitana 17? Bah, en sensation, j'ai fait que 2 navigations, hein, Ouais. Ah oui, d'accord, tu as très entre peu la fin navigué. du Jules Verne Ouais. et la mise en chantier, c'était très, très court. J'étais surtout là, à essayer de comprendre quel bout allait où et quel bouton fallait appuyer et comprendre aussi, quoi. C'est vrai que la vie dans ce cockpit, sous le pont, c'est assez particulier, mais je pense qu'on peut s'adapter très, très vite et quand on est sur le pont ou sur le filet, c'est vrai que la pureté aérodynamique, du concept est géniale et on voit que le bateau glisse bien. Alors, les navigations que j'ai pu faire, on n'avait pas tout, tous les appendices à bord, donc je peux pas du tout,
à avoir de recul sur les perfs. Les perfs, j'ai vu parce qu'on a évidemment échangé toutes les données qu'ils ont pu avoir sur les tentatives du Jules Verne, les choses qu'ils ont essayé et qui ont les choses différentes qu'ils ont essayé dans les réglages du bateau et dans le fonctionnement. Je pense qu'ils ont, c'est ce qu'ils disent, hein, ce qu'ils ont quand même beaucoup progressé sur ces tentatives de Jules Verne, même si ça a été court. Mais le simple fait de naviguer finalement beaucoup cet hiver avec les allers-retours en équipage avec François à bord, avec Pascal Bidégory, c'est des gens qui vont chercher la performance au mieux aussi avec Tom et ils ont appris pas mal de choses. Donc il y a quand même un côté positif à cet hiver de tentatives de tentatives de Jules Verne. Voilà, moi j'ai pu faire du simulateur et regarder les datas, travailler avec l'équipe de performance et d'analyse de data. Donc ce que je vois, c'est que et ce qu'ils disent en fait, hein, c'est il y a des points très forts comme le prêt. Notamment, ça s'est vu sur ce dernier transat Jacques Vabre. Cette fois-ci, c'était bien Jacques Vabre. Ouais, c'était Jacques Vabre. Et des points qu'il faut améliorer comme le portant dans la brise. C'est vrai qu'ils ont très vite, on peut voir dans le dessin des foils V1 qu'ils ont actuellement, qu'ils avaient et qu'on aura actuellement. C'est des foils assez typés sur la performance pure et sur la traînée, un peu moins sur la stabilité. Donc, c'est pour ça aussi que ça donne ce genre de points forts ou de points faibles du bateau. Mais tout ça est en train d'évoluer. Il y a les limites de conduite, quoi, de conduite, de contrôle du bateau qu'il faut réussir à repousser. Après, tous les bateaux ont une limite à un moment. Et on sait que si on approche si on va au-delà de cette limite, on va aussi gagner de la performance. Donc, voilà, tout en dehors du travail que j'ai commencé à faire en naviguant sur le bateau, on a quand même beaucoup travaillé ces derniers mois depuis février sur la réflexion du développement du bateau. Ouais. C'est des bateaux qui se développent toujours. Il y a des foils Il y qui a une étaient V2 qui est déjà, prévue, c'est ça, ouais. ouais, qui étaient déjà prévus, mais sur lequel j'ai pu quand même mettre pas mal d'input et participer aux réflexions avec le cabinet VPLP également et Martin Fischer aussi qui a travaillé avec VPLP sur ce foil V2. Donc je pense qu'on a fait des bons tours de table et des bonnes réflexions pour développer tout ce qu'on pouvait faire. J'ai trouvé aussi que l'équipe était ambitieuse dans le sens où même si le temps imparti était court, on a quand même on a pu lancer des choses pour développer le bateau pour cette année également, en modifiant des appendices et non des moindres. Et donc j'espère on aura franchi avec Tom et le bateau un cran supplémentaire par rapport aux précédents événements en ultime. La dernière fois qu'il y a une confrontation, finalement, ça a été la course pour aller en Méditerranée, je ne me rappelle plus le nom, Ouais. où il y a eu un abandon, pas un abandon, mais une casse de J2 de SVR, mais le début de course était quand même assez favorable pour SVR, mais ça restait du près dans la brise où le bateau, a priori, excelle bien. Ouais, c'était la Finistère Atlantique, si je me trompe pas. Finistère Atlantique, exactement. Ouais. Tu es directeur de la performance, c'était dans le communiqué, envoyé la semaine dernière par le team SVR Lazartic. C'est nouveau ou dès le début quand on a fait appel à toi en début d'année, c'était déjà le cas? Non, c'était pas le cas. C'était pas le cas, mais il y avait quand même la question dans l'équipe d'un renouvellement de management. D'accord. Avec, il y a Cécile Ormeilleux qui va avoir un heureux événement également, donc qui faisait partie du management, donc elle peut se retirer quelques mois. Donc il fallait aussi trouver le moyen d'avoir une équipe pour les prochains mois. Et puis voilà, après discussion avec Tom, avec le sponsor également, avec qui on a passé
une journée sympathique avec Tom dans le bassin d'Arcachon. On a pu discuter voilà, comment progresser ensemble, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Tom gagne et toutes les cartes en main et puisse gagner un objectif énorme qui est la Route du Rhum l'année prochaine en 2026, et comment moi je pouvais aider en cela. D'accord. Est-ce que ça m'intéressait et comment je pouvais aider en cela. Donc on a trouvé une formule pour pouvoir m'intégrer de plus en plus dans l'équipe. Alors ces dernières semaines, c'est moi, comme tu as vu, j'étais quand même bien occupé avec le programme Ouais. IMOCA, donc j'ai pas pu m'intégrer plus que ce que j'avais imaginé au départ. Mais par contre, à partir du moment où le programme IMOCA s'arrête, c'est-à-dire après le Tour de l'Europe, là, prendre un rôle un peu plus important, un peu plus quotidien avec l'équipe, on a bien cadré les choses cadré et souhaité les choses avec Antoine Gauthier et, et Tom et Emilien Lavigne également, du bureau d'études pour chapeauter l'équipe et développer le bateau et monter d'un cran l'année prochaine. Voilà, donc c'est une classe qui est en train de bouger. Il y a Gitana Gitana 18 qui va être mis à l'eau, donc il va falloir être très agile et alerte Réactif. par rapport à ce qu'on va voir. Et comme c'est des bateaux, c'est des Pulse, on est capable de changer beaucoup de choses sur ces bateaux-là avec une plateforme qui demeure évidemment la même, puisqu'on ne veut pas changer de bateau, mais la plateforme de SVR est suffisamment développée et suffisamment novatrice en termes de concept. On peut vraiment avoir confiance qu'on peut être au même niveau que le meilleur bateau de la flotte si c'est pas nous. Et on va essayer d'être le meilleur bateau de la flotte en 2026, quoi. Ouais, justement, à quoi tu t'attends avec Gitana 18? J'imagine tu connais bien l'équipe Gitana, hein, tu as travaillé plus de 3 ans, je crois, avec eux. À quoi tu t'attends? On parle d'un bateau encore très innovant. Ouais, bon, on a commencé à voir les croquis. Ça va en plateforme. Oui, il va y avoir des carènes nouvelles, mais ça restera dans la même veine que ce que aime faire et qui marche bien d'ailleurs, qu'aime faire Guillaume Verdier. Ça va être un Gitana 17 optimisé en termes d'aérodynamique, en termes de carène, en termes de poids, puisque Gitana 17 a quand même eu des soubresauts à la mise à l'eau et des casses assez importantes qui ont fait qu'il y a eu beaucoup de structures ajoutées. Donc là, je pense que la cohérence grâce au bateau neuf va être plus importante à la mise à l'eau. Il va y avoir des innovations certainement. On pense beaucoup au gréement qui peut être innovant. On imagine que ça peut être sur ces points-là. Sur les foils, je sais pas. Franchement, on a imaginé pas mal de choses où on pouvait faire des grosses innovations et un peu des game changers. On a même essayé des choses avec SVR sur notre simulateur pour voir si on pouvait fonctionner avec des foils totalement différents dans le concept, et Ouais. donc pour voir si Gitana pouvait adopter des voies différentes. Il y a rien d'évident, donc je sais pas s'ils ont pris le risque de partir sur des choses totalement novatrices dans les appendices. Je pense qu'ils sont partis d'après ce qu'on a entendu, à des choses novatrices sur le gréement. Jusqu'où novatrice et jusqu'où ira le gain, ben, on attend de voir ça, mais il faut qu'on soit prêt, nous, à innover et s'adapter en fonction de ce qu'on va voir, nous, cette année, parce qu'on a quand même quelques idées, et puis en fonction de ce qu'on verra aussi chez nos adversaires, pour pouvoir être au meilleur niveau, quoi. Mais oui, oui, c'est bien de se dire qu'on a l'équipe, on a le sponsor, on a l'envie, l'état d'esprit pour innover, être agile le plus rapidement possible. Après, il y a tout à une inertie, hein. Quand on décide quelque chose aujourd'hui, Ouais, bien sûr. la pièce, elle va arriver peut-être l'année prochaine. Donc, Ouais, ouais. bon, les feuilles, n'en parlons pas, mais même quand on parle de système, ça peut être aussi très très long
avant que ça soit effectif. C'est comme la Formule 1, hein, c'est des programmes qui où les effets sont à long terme, mais l'état d'esprit est là et donc moi je suis heureux de m'inscrire dans cet état d'esprit-là avec l'équipe, quoi. Et dans la durée, du coup, tu disais Et te tu donc dans la durée, un petit peu, 2026. ouais, 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 ouais. Mais c'est déjà un super challenge en plus et j'ai vraiment envie que Tom, parce qu'il le mérite, puisse atteindre cet objectif, quoi. Ouais, ouais. D'ici là, il y a une première course, le Fastnet, départ le 26 juillet à Causes avec, un petit nouveau dans l'équipage qui a été annoncé, la semaine dernière, triple Un vainqueur. petit débutant, Un petit débutant, triple vainqueur de la Coupe de l'América, donc Peter un petit Burling en bisu. l'occurrence. Comment tu accueilles un peu ce petit nouveau? Ah bah, c'est génial, hein, qu'il puisse, venir. On a tous, adhéré à cette idée, quand d'ailleurs c'est Tom, hein, qui a présenté l'idée, mais et bah et c'était une super idée. On a tenté, pour voir si Pete était open et puis, comme on le connaît, hein, c'est quelqu'un qui aime naviguer et on l'a vu faire des très belles étapes, sur la Volvo Ocean Race, donc Ouais, il sait ce que c'est la course au large et il aime ça. Il aime la technique, donc on lui présentait, une opportunité, et une expérience, qui je pense allait lui plaire. Donc bah, voilà, tant mieux, il a répondu comme on imaginait, qu'il allait répondre et de notre côté, d'avoir son point de vue, d'avoir sa vision, d'apprendre à parler, néo-zélandais, ça va pas être facile, mais ça va être la partie sans doute la plus dure, ouais. ça va être le plus dur, mais voilà, d'après ce qu'on connaît de lui et ce qu'on, c'est un garçon facile, intéressé par la technique, donc il est sur la même page, que Tom, que moi, et que les autres membres de l'équipage à bord. Donc je pense que là-dessus on va pas prendre beaucoup de temps pour s'aligner et voilà. Et puis je pense que c'est quelque chose aussi que j'ai envie, de faire avec l'équipe, c'est il faut qu'on s'ouvre à d'autres savoir-faire, à l'étranger notamment. Quand on parle développement de bateaux, il faut pas qu'on se cantonne à ce qu'on sait faire en France, mais on sait faire tellement de choses avec des équipes de Coupe d'América. Il faut qu'on arrive à s'ouvrir, là-dessus pour pouvoir, développer de nouvelles technologies à bord et c'est que comme ça qu'on va, pouvoir battre, les autres, quoi. Donc ça fait partie un peu de cet, esprit, que Peter, Burling puisse venir à bord. Voilà. Bon et ça va et on rappelle qu'un Fastnet en ultime, c'est 2 jours, hein. C'est Oh, c'est une si nuit en si mer. c'est une nuit en mer, ouais. Ça, c'est presque de l'inshore. Et puis, bon, il y a eu d'autres expériences puisqu'il y avait, bon, il y en a eu d'autres, ouais, avec François Gabard, ouais, et James Pittil, qui était venu, Oui, en exact, 2019 effectivement et qu'on avait effectivement. battu, sur le fil, à l'arrivée à Plymouth, je me Ouais. rappelle. Voilà. La suite du programme, j'imagine ça va être, là, le bateau a été mis à l'eau, tout récemment, hein, je crois la semaine dernière si je ne me trompe pas. Ça va être, beaucoup tu vous allez naviguer, suffisamment jusqu'au départ de la Ma transat première navigation, demain. demain, d'accord. Première nuit en mer, fin de semaine avec, Peter Burling, à bord déjà. Donc on va faire, 3 jours avec lui. Il y a Amélie Grassi aussi qui sera dans l'équipage. Elle était, sur les Jules Verne. Ouais, Ensuite, on va à Saint-Malo, pour faire des RP, mais ça nous permet aussi, c'est une bonne occasion d'aller passer des nuits en mer, dans les convoyages, aller-retour, donc ça me permettra de naviguer. On va revenir, en fait, on a un foil là qui doit être, finalisé, pour pouvoir le mettre et pour pouvoir faire la course surtout. Donc, on est en flux tendu en termes de timing, mais voilà, pour l'instant, tout va bien et on sera prêt pour le Fastnet qui sera notre première course. On se met pas une énorme pression non plus, mais évidemment, on a envie de la gagner. Il va y avoir un beau line-up, avec des bateaux, bien prêts, qui ont eu un peu plus de temps cet hiver pour se préparer, notamment Banque Populaire, donc et qui a gagné la fois précédente, je crois, c'est ça? ouais, ouais, ouais. Donc voilà, on a un bon os, à ronger, pour battre Banque Populaire déjà, ça va être un bon dossier,
et actual nouveau qui arrive va la être semaine aussi forcément un prochaine. super bateau, Sodebo. Donc, ça va être une belle course, voilà. J'espère qu'on va sortir, que ça va pas être trop dur de sortir du Solent parce qu'il y a eu quelques éditions la fois précédente où c'était sportif. Ouais, le Cette sortie de virement dans le Solent, Solent, ouais, ça peut ouais, être cool. dans 25 nœuds contre le courant. Il y a 2 ans, j'étais sur Charal et c'était pas simple la sortie. Mais Ouais. bon, sur ces bateaux-là, ça passe bien aussi. Il y aura donc la Transat Café l'Or en fin d'année avec Tom. Parallèlement, ce que je disais en introduction, tu continues à avoir pour ambition de t'aligner au départ du Vendée Globe 2028 en cherchant des partenaires. Est-ce que tu peux nous dire où tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu t'attendais à ce que ça soit aussi difficile, aussi long? Moi, j'avais pas fait de plan. Oui, c'est long. Je savais que ça allait pas être facile, ça c'est sûr. Que c'est long, bah, c'est un peu trop long par rapport au premier programme que j'avais envisagé, c'est-à-dire partir avec un bateau neuf sur l'Ocean Race pour ensuite préparer le Vendée Globe. Cette partie-là, je pense qu'elle est plus réalisable aujourd'hui. Donc un petit peu changer le fusil d'épaule, c'est-à-dire que la première grande course, ça serait la Transat Café l'Or et ensuite évidemment le Vendée Globe, et la deuxième grande course, ça serait l'Ocean Race et pas l'inverse. Ouais, donc l'édition 2031 alors. Ouais, à Ouais, suivre. ouais. Bon, qui pour un sponsor changer de sens, c'est quoi c'est pas ça change pas grand-chose. Oui. Sportivement, je trouvais ça bien et je le trouve toujours, hein, de faire l'Ocean Race pour préparer le Vendée Globe. Mais d'un autre côté, c'est bien de faire le Vendée Globe pour préparer l'Ocean Race. Ça dépend Ça de dépend, par quel quel est l'objectif final, mais ouais. il y a des sponsors, notamment avec qui on discute, où l'Ocean Race peut être supérieur en termes de recherche, de médiatisation que le Vendée Globe. Donc voilà, on en est là et on en est que rien n'est finalisé. Ouais, est-ce que à quel point tu es optimiste ou pessimiste aujourd'hui? Est-ce que tu as l'impression d'avoir fait une partie du chemin ou il y a encore On beaucoup de a eu des chemin à très faire? bons contacts avec des entreprises qui sont capables, et qui sont capables d'y aller, et puis surtout qui sont capables de trouver leur bonheur dans le programme que leur propose. Donc, je trouve qu'il y a tous les ingrédients pour que ça marche avec certaines entreprises. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a qu'une chance sur deux pour que ça aille au bout. Mais on va pousser jusqu'au bout, quoi, tant que Ça c'est serait possible. et ça sera quand? Jusqu'au bout, ça veut dire jusqu'à quand? Là, dans ce nouveau dans ce nouveau programme, il faut que le début de construction, ça soit le 1er janvier de l'année prochaine. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que justement dans cette perspective, si, demain, un sponsor te donne le go, tu es à peu près à appuyer sur tous les boutons? Tu as en tête, avec quelle archi que tu travailleras, quel chantier? Tout est déjà bien calé ou? Et les archives, bon, il y en a été rapproché de pas d'un seul, mais c'était presque prêt à appuyer sur le bouton. Ouais, Et les chantiers qui étaient finalement le point le plus névralgique, j'avais aussi une vision très claire de avec qui je voulais partir, et puis économiquement et logistiquement, ça le faisait bien. Donc ça c'était pour un départ de construction le 1er juillet, ouais, pour la première formule. Donc ça va être dans le même esprit pour dans 6 mois, avec peut-être un peu plus de liberté, et cet appel d'air permettra de faciliter les choses, parce qu'il y a quand même pas mal de projets de bateaux qui sont en route aujourd'hui. Et il y a aussi un petit avantage dans le fait de retarder, c'est que les premiers dessins de la nouvelle génération vont apparaître au grand public cette année avec, ouais. je pense à DNG Mori. Et ça, c'est quand même, c'est quand même important de voir où la concurrence va se situer, et vers quoi la nouvelle génération va partir, et pouvoir étudier tout ça.
Est-ce que, dans cette perspective aussi, j'imagine que si tu fais pas, The Ocean Race avec ton propre bateau, en 2027, j'imagine que tu serais aussi partant pour aller faire quelques étapes? Sur Waouh, un ça autre bateau ou j'ai pas l'intégralité? encore du tout, Tu es pas là, ouais, ouais. réfléchi à ça, mais évidemment, si mon projet part, il faut que je continue à naviguer. Ce que j'ai fait là avec Holcim, hein, c'était une des raisons pour laquelle je fais aussi cette saison avec Holcim. Donc, ça serait dans la même idée, pour l'Ocean Race et c'est une course longue, avec pas mal de rotation d'équipage. Donc, s'il y a des opportunités, je les prendrai, dans cette optique-là. Ouais, petite question que j'ai oublié de te poser sur SVR et l'Azartic. Est-ce que dans ce programme, prévu sur les prochains mois et l'année prochaine, il y a un Jules Verne qui se cale quelque part ou, vous en avez tout des Il y a pas de réflexions? discussion pour l'instant. Ouais, L'hiver prochain, je pense qu'on va quand même se concentrer sur les évolutions sur le bateau ouais, et essayer vraiment se focuser sur l'année 2026 où il y aura pas que la route du Rhum, il y aura aussi des courses en équipage, notamment, en Méditerranée, je crois, une ouais, partie. l'Odyssée ultime, nouvelle course, Voilà. en Méditerranée, ouais. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive frais, et prêt, pour la route du Rhum et donc, se mettre un trophée Jules Verne cet hiver, c'est peut-être pas la Ouais, meilleure des formules. donc c'est plutôt horizon fin 2006 dans la foulée, éventuellement dans Voilà, la foulée du peut-être Rhum, dans la quoi. foulée, à réfléchir, mais ce qu'il faut te dire, c'est que la réflexion est maintenant engagée. Ouais, ouais. Un dernier mot, je le disais aussi en introduction, tu navigues aussi, de temps en temps en ETF26, je crois, avec, l'entreprise du Morbihan, l'équipage, de Mathieu Salomon. Tu encore un peu de place pour faire ça cette année ou moins? Ça va être dur, hein, de trouver de la place. Ouais, Il reste ouais, peut-être quelques opportunités. Avec Mathieu, c'est toujours un plaisir, et de naviguer avec, Mathieu et l'équipage et de naviguer en ETF26, dans cette classe qui est très internationale avec, des super barreurs, autour de nous. Donc, voilà, si j'ai des opportunités, je le fais, mais on tourne, avec Solune, Robert et moi à la barre du bateau et ça fonctionne bien avec l'un, avec l'autre et là, ils viennent de gagner à Lac de Garde et c'est top. Donc, ouais. pour l'instant, on est en tête du championnat. Voilà et oui, oui, la réponse est oui, dès que je peux naviguer avec Mathieu, qui a d'autres projets aussi en tête, bah, j'y vais volontiers. Bon. Eh ben, super. Eh ben, merci Franck. On a fait un large tour, donc tu étais bien chargé pour toi. Demain, à peine, sorti de l'IMOCA au CIMPRB, demain tu es à bord de SVR Arctic. Dans 2 semaines et demie, sur le Fastnet avec, Peter Burling, Amélie Grassi, Émilien Lavigne, Antoine Gauthier et Tom Laperche, je crois. Est-ce que, Exactement. l'équipage au complet. Merci Franck. On te souhaite, une Merci. bonne journée, Merci à des tous. beaux projets et à très bientôt. Ciao et nous on se retrouve, la semaine prochaine pour le 221e épisode de Pause Report. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft envoyée chaque vendredi à 17 h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt!